C'est un luxe, mais en fait, on y est habitué. Derrière la scène, dans les ors du foyer de la danse, l'idole dorée s'échauffe et se concentre. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Début de la générale de la Bayadère dans 5 minutes. La danse de l'idole dorée, inspirée de la déesse Shiva, est un solo de 2 minutes 30 qui va laisser Mathias seul, en prise directe avec les 2000 spectateurs de la salle. Mesdemoiselles et messieurs, danseurs en scène, c'est votre deuxième appel, merci. Après 16 ans d'absence sur la scène de Garnier, c'est le grand retour de la Bayadère. Dans quelques minutes, Mathias va s'élancer sur la scène. Et vous sentez comment là? Un peu de stress, mais bon, j'ai du courage, donc je vais me lancer et ça va bien se passer. Ça va bien se passer, par contre. Le tout, c'est qu'il faut que j'en profite et que je reste calme, me mettre dans une petite bulle pour être à 100%. Bah, on vous laisse alors. La touche finale, quelques paillettes sur le sommet de la tête qui illumineront son entrée en scène. Toute jeune étoile, ce rôle est une étape cruciale dans sa carrière. Tout le monde retient son souffle pour Mathias. Le travail a payé. Le public est conquis par son interprétation. Ça y est. Alors, c'était comment? Bah, c'était bon. Et c'est vrai que c'est une scène qui est tellement remplie d'histoire et tellement belle que, en général, on se met souvent une pression, mais une bonne pression pour encore une fois le donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis heureux. Après sa première représentation de la Bayadère sur la scène de Garnier, Agnès excelle encore une fois dans son rôle. C'est un triomphe.
En coulisses, Agnès et José. Virginia, la régisseuse de ballet, dirige les saluts. Attention pour l'avant-scène. Une fois encore, aucune place pour l'improvisation. Tout doit se coordonner à la seconde près. Avec les filles. Salut sur place les filles. Hey! Au XIXe siècle, Garnier rêvait d'un opéra qui serait une œuvre d'art totale. Un monument qui chante et qui danse. Et tout le monde. Les filles. Hey! 130 ans après sa création, des centaines d'artistes et d'artisans se surpassent quotidiennement pour perpétuer cette magie. Paris vu d'en haut, Paris en coulisses, c'est le thème de ce nouveau numéro des Racines et des Ailes. Des coulisses et des points de vue exceptionnels. Nous allons encore vous en faire découvrir grâce au prochain reportage dans quelques instants. Et je me trouve toujours au Panthéon, qui est l'un des monuments phares de la capitale et qui offre l'un des plus beaux panoramas sur la ville lumière. Nous sommes dans le quartier des universités, avec notamment la Sorbonne. Se trouve également juste à côté la bibliothèque Sainte-Geneviève, ou encore les prestigieux lycées Henri IV et Louis le Grand. Nous sommes au cœur du fameux quartier latin, du haut du Panthéon. On pourrait en effet quasiment reconstituer le dessin du Paris antique. Pour le dernier reportage de cette émission, je vous propose donc de découvrir les coulisses de deux autres édifices emblématiques de l'histoire de France, les Invalides et le Louvre. Pour cela, eh bien, nous avons choisi de suivre des guides très particuliers dont le regard est forcément original. Ce sont les pompiers de Paris, un corps d'élite qui s'apprête à célébrer le bicentenaire de sa fondation, puisqu'il a été créé par Napoléon en 1811. Parmi leurs prérogatives, il y a donc la protection de certains grands musées et la sécurité des visiteurs. C'est le cas, par exemple, au Louvre, où la présence et l'expérience des pompiers de Paris s'avèrent capitales. Voici les anges gardiens du patrimoine, un reportage signé Jean-Christophe Chaton et Michel Anglade. Le Louvre, 7h30 du matin. Le parvis se refait une beauté. Les visiteurs qui rêvent de découvrir le site dorment encore. Et pour les pompiers de Paris en poste au musée, c'est déjà l'heure de l'appel. Présent. Deuxième équipe avec le caporal-chef Moncolin. Présent. Première classe Cognard. Présent. Pour l'ensemble. Garde. Ils sont une vingtaine à prendre une permanence de 24 ou 48 heures. Ils vont vivre et dormir sur place pour prévenir tout incendie et porter assistance aux personnes. Parmi eux, le première classe de Laval qui vérifie son matériel, comme avant chaque prise de garde. C'est un oxymètre de pouls pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang. La cardiopompe, ce qui permet d'optimiser le massage cardiaque. C'est un outil indispensable. On a le même matériel que nos collègues qui sont dans la rue, enfin dans les différentes casernes, donc pour intervenir sur tous les premiers secours, donc dans le musée ou même sur la voie publique. Il faut être opérationnel tout le temps. Tout le temps, 24 heures sur 24. Et comme tous les collègues qui sont en caserne, pour être opérationnels, c'est sport obligatoire. Une demi-heure de footing autour de la pyramide et séance de musculation dans le gymnase. Il est maintenant 9h. Le musée ouvre ses portes aux visiteurs. 8,5 millions par an. 23 000 chaque jour qui se pressent pour admirer les œuvres exposées. Autant de personnes, autant de détresse potentielle. Les pompiers viennent d'être appelés pour un malaise. Là, à droite. Et ils interviennent sans courir, afin d'éviter toute panique du public. Opérationnel, la première équipe, le sous-officier médian, c'est présent. La victime est une adolescente. Ouais, tu peux me chercher une chaise. Une chaise roulante. Et les premiers soins lui sont prodigués sur place. Inspire par le nez et souffle par la bouche, d'accord?
On va voir, apparemment ce serait une crise de spasmophilie. On va voir ce qui se passe. Et pour gérer la crise en toute tranquillité, la jeune fille est emmenée dans une salle de repos juste à côté. Tu inspires par le nez et tu souffles par la bouche. Mais tranquillement. Crise de spasmophilie ou d'épilepsie, glissade, chute dans un escalier ou plus grave encore, infarctus. Le secours aux personnes constitue l'essentiel des interventions. Tout va bien, on la laisse repartir. Ouais. On vous la laisse? Ah bah faire une intervention ça a toujours été gratifiant, bien sûr. À partir du moment où vous avez vu, on a eu un beau sourire de la demoiselle, donc forcément, pour nous c'est toujours bien. On est là pour le bonheur des gens. Ils sont aussi là pour veiller sur un patrimoine exceptionnel. Aujourd'hui, 230 pompiers de Paris sont à demeure dans des monuments majeurs de la capitale. Le musée d'Orsay, les Invalides ou encore la Bibliothèque nationale de France. Des lieux d'histoire qui abritent des trésors inestimables et dont la disparition causerait une perte irréversible au patrimoine de l'humanité. Au Louvre, le détachement d'une soixantaine de pompiers de Paris est installé depuis 1984. Le capitaine Duarte l'a dirigé pendant 2 ans. C'est un spécialiste de la sécurité des lieux et un amateur éclairé de leur histoire. Le voici dans la Grande Galerie. Particularité, cet espace-là symbolise bien, je dirais, les difficultés qu'on peut avoir dans un établissement comme le Louvre. C'est un palais royal qui a été construit pour le Louvre entre le XIIe et le XIXe siècle. Ici, la Grande Galerie, sa première phase de travaux, c'est 1598-1610. Et à l'époque, elle reliait le palais du roi avec celui de Catherine de Médicis, qui était le palais des Tuileries. La Grande Galerie faisait 400 mètres de long. Aujourd'hui, en termes de prévention, 400 mètres de long, non recoupés, c'est quelque chose qui pourrait présenter des risques. C'est un risque d'incendie, d'avoir des grands espaces Alors, comme ça? pas d'incendie, mais de propagation. Puisque des grands volumes non recoupés, si un jour il venait y avoir un sinistre important, c'est quand même un cheminement de propagation privilégié pour l'incendie. Grand volume et donc grand risque. Bien sûr, ici, il n'est pas question de toucher à ce que les rois de France nous ont légué. Il faut faire avec. Le site compte 8000 détecteurs de fumée, des kilomètres de canaux d'extinction, des systèmes invisibles pour les visiteurs. Le cœur des panneaux, c'est une porte historique qui a été remontée, donc c'est une porte qui devait dater du XVIIe ou du XVIIIe siècle, et qui a été remontée sur un élément moderne, coupe-feu. Donc ces portes sont asservies à la détection incendie. En cas de départ de feu ou en cas de fumée, ces portes viennent se fermer pour isoler 2 zones. Et ça permet d'avoir des équipements de sécurité qui se marient dans le décor, en fait. Tout à fait. C'est toujours la difficulté dans un établissement comme le Louvre, c'est de concilier la réglementation avec la muséographie. Et là, bon, on arrive à le faire. Maintenant, imaginons le pire. Un court-circuit, un incendie se déclare et se propage. Les flammes menacent les œuvres. Les pompiers doivent-ils protéger la célébrissime liberté guidant le peuple? Ou l'inestimable odalisque d'Ingres? Dilemme. Les conservateurs au musée refusent de considérer qu'une œuvre est plus importante qu'une autre. Toutes les œuvres qui sont exposées ont une valeur considérable, donc il n'y a pas d'indication de priorité. De même, si jamais on voulait pousser la priorisation jusqu'à son terme, il faudrait que l'on mette des indicateurs visuels qui permettent aux secours, lorsqu'ils arrivent, de dire « tiens, celui-là, on doit l'emmener en premier ». Les conservateurs ne veulent pas pour la deuxième raison, que si on fait ça, les voleurs sauraient également quelle est l'œuvre qui a le plus de valeur, et donc on pourrait leur indiquer « tenez, prenez celle-là en premier ». Et entre les œuvres et les personnes, qui passent en priorité? Tous les pompiers de Paris disent les hommes en premier. Au Louvre, on met sur le même niveau les hommes et les œuvres. Le public et les œuvres seront traités exactement avec le même degré d'urgence. Les gens seront évacués par les agents de salle. Il y a plus de 1000 agents de surveillance au musée, c'est eux qui s'occupent de l'évacuation. Et les pompiers s'occuperont de la protection des œuvres. Aux pompiers les œuvres, aux gardiens les hommes, c'est spécifique au Louvre.
Mais au fait, qu'en est-il de la Joconde? Le tableau le plus célèbre du monde. Une œuvre comme celle-là, elle possède sa propre protection. C'est-à-dire que la vitrine que vous voyez là est blindée, le verre est blindé, la simèse, donc le mur qui est derrière, est blindé également, et elle possède sa propre climatisation. La vitrine est étanche, c'est-à-dire que même si jamais il venait à y avoir des fumées dans ce volume-là, en aucun cas, la Joconde ne pourra être impactée. Compte tenu de la protection du volume, de la salle en elle-même, plus la protection dont elle dispose, il ne peut rien lui arriver. Les pompiers et la protection du patrimoine. Une très longue histoire. 1er juillet 1810, Napoléon Ier est invité à l'ambassade d'Autriche pour un bal en son honneur. Mais un feu se déclare, tue une douzaine de convives et révèle les carences du système de secours. Sain et sauf, l'empereur dissout les gardes-pompes d'alors et confie la lutte contre les incendies dans la capitale à des militaires. En 1811, il crée le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Et ces soldats du feu vont avoir fort à faire au cours des 2 siècles à venir. Des événements tragiques au cours desquels vont périr des hommes et des monuments. La Révolution de 1830, celle de 1848, sans oublier la Commune, la période la plus dévastatrice dans l'histoire de la capitale. La ville est alors en état de siège et les insurgés incendient de nombreux bâtiments, le palais des Tuileries et l'hôtel de ville notamment. 220 feux, et pas des moindres, comme l'hôtel de ville. Lorsqu'on lit les rapports d'intervention, les pompiers ont vraiment le sentiment du devoir. Ils agissent néanmoins avec dévouement et dès qu'ils le peuvent, se rendent directement sur l'incendie. Mais une chose aussi importante qu'il faut rappeler, c'est que le gouvernement entier qui siégeait alors à Versailles demande le 25 mai, donc on est dans la semaine sanglante, l'aide des sapeurs-pompiers de la province. Et on a à peu près 2000 sapeurs-pompiers de l'Eure-et-Loire, de la Seine-Inférieure, du Loiret, qui vont venir aider les sapeurs-pompiers de Paris. Le capitaine Renvoisy est pompier et historien. Nous le retrouvons aux casernes Sévigné, dans le quartier du Marais. Cet édifice est construit au début du XVIe siècle, puis modifié par l'architecte François Mansart pour un proche de Richelieu. Un hôtel particulier confisqué à la Révolution française, et les pompiers s'y installent en 1814. Vous êtes ici dans la plus ancienne caserne que compte aujourd'hui parmi les multiples casernes qu'a la brigade. Mais rien n'a bougé. J'allais dire, le bâtiment est encore dans son jus, et même ici, lorsque l'on regarde cette remise, eh bien, on avait à l'époque le départ attelé qui partait ici, où aujourd'hui vous avez cette palette d'engins incendie. Les hôtels particuliers, c'est bien joli, mais pas très fonctionnel. À l'appel de vos piquets, vous répondrez par grade et non. Avec l'essor de la brigade au XIXe siècle, il faut rapidement envisager des solutions plus adaptées. 1885, Chaligny est la première caserne construite spécifiquement pour les hommes du feu. Pour le sauvetage d'une victime. Des bâtiments de vie et de service qui entourent une cour centrale, Incontesté, montez. dans laquelle les hommes s'entraînaient Servant, tu t'occupes de la victime. et s'entraînent encore. N'oublie pas la sangle. Attention pour la descente. Descendez. Une caserne avec le souci de faire du beau, même pour des locaux très utilitaires. Descendez. Donc nous sommes ici dans la tour de séchage du centre de secours. À savoir qu'à l'époque, il existait une chaudière en sous-sol que l'on chauffait donc au charbon et qui permettait à l'époque de sécher les tuyaux qui étaient suspendus, les tuyaux qui étaient en cuir. Maintenant, les revêtements de tuyaux ont changé, comme on voit, hein. Donc PVC, plastique, etc. Et donc maintenant, le fait de les positionner verticalement permet de les égoutter. D'accord. Donc c'est toujours utilisé, on laisse toujours sécher les tuyaux. Tout à fait. Malgré que ce soit du plastique, il faut absolument que ça s'égoutte, quoi qu'il en soit. À Chaligny, pour la première fois, les remises donnent directement sur la rue. Les remises où sont stationnées les pompes, les échelles, tous les véhicules d'intervention. Et là, petit voyage dans le temps.
Voilà, donc nous sommes ici en deuxième remise, donc dans la deuxième remise de la caserne. Et sur la photo, eh bien, nous nous rendons compte que, eh bien, en 1883, lors de la création, eh bien, il n'y a pas eu de changement depuis cette époque-là. Les escaliers sont toujours derrière. Nous avions donc un grand dortoir à l'étage supérieur. Lorsque les collègues partaient pour feu, eh bien, ça permettait de desservir directement les remises. Toujours la notion de rapidité. Notion de rapidité, toujours, évidemment. D'ailleurs, un petit détail. Ces petits crochets étaient des points d'ancrage sur lesquels étaient fixés donc les harnais. Il n'y avait qu'à actionner ce harnais qui descendait sur le cheval. Il n'y avait plus ensuite qu'à fermer les harnais et partir donc sur intervention. Sur ce document exceptionnel, les véhicules en service en 1896, ultra modernes pour l'époque. Des pompes à vapeur fumantes mettaient l'eau en pression dans les lances incendies. Une image que la langue française a immortalisée dans l'expression populaire « fumer comme un pompier ». Il fallait alors plusieurs dizaines de minutes pour arriver sur le feu, contre moins de 7 aujourd'hui. Les années passent, Paris se densifie. Le patrimoine des hommes du feu, lui, s'enrichit. 1936, l'architecte moderniste Mallet Stevens réalise cette caserne dans le 16e arrondissement. Le béton fait une entrée en force dans l'architecture. Les façades ne sont plus ornementées. Les lignes s'épurent. Aujourd'hui, Paris et sa proche banlieue comptent plus de 70 casernes de tous styles, de toutes époques. Réparties pour intervenir au plus vite. Car Paris a brûlé et brûle encore. Environ 20 000 incendies chaque année. Voici ce qui peut arriver en un rien de temps à un immeuble d'habitation. Ou bien à un monument, comme ici en 1996, le siège du Crédit Lyonnais, dernier grand feu resté dans la mémoire des Parisiens. Afin d'éviter de tels désastres, un pompier a mis en place un outil original. Pendant 40 ans, René Daune a dessiné en temps réel des centaines d'incendies pour à chaque fois envisager la progression des flammes. Mais il y a peu, il est allé encore plus loin et a proposé les grands édifices de Paris en 3D. Concrètement, sur l'Opéra, on va accéder à une première image. C'est une vue qui permet de comprendre facilement, si on a un feu dans une des parties, de comprendre quels sont ses liens avec les blocs environnants. Donc là, on a l'image qui correspond à l'ouverture de la scène. On a les ascenseurs, les escaliers, les monts de charge qui sont autour. Alors, vous voyez par exemple un petit escalier là, qui n'a l'air de rien. Ici, sur un plan, sur une vue en plan, on aurait beaucoup de mal à le localiser et à l'imaginer, même mentalement, parce qu'il faudrait consulter une liasse de plans par niveau pour arriver à comprendre d'où est cet escalier et combien de niveaux il dessert. Et c'est un escalier qui permet de rentrer dans les parties hautes du théâtre et qui est très utile. Un escalier qui pourrait surtout favoriser la propagation du feu. De la haute technologie embarquée pour mieux intervenir de jour, mais surtout de nuit. Car 7 feux sur 10 se déclarent quand tout le monde dort. Il faut bien se placer dans la situation où il est 3 h du matin, on était dans son lit 5 minutes avant, on se retrouve au bord du trottoir devant une façade qui brûle. Bon, il faut prendre quelques dizaines de secondes pour bien assimiler les bâtiments, les volumes, les espaces. Donc ça, c'est un type de document qui peut aider à mieux comprendre et plus rapidement l'environnement dans lequel on va intervenir. Actuellement, 40 bâtiments sont ainsi accessibles d'un clic sur le terrain depuis un véhicule de commandement. Parmi eux, les Invalides, un monument particulièrement complexe. Un monument qui accueille notamment des administrations, un hôpital, 2 églises, 5 musées. Et pour veiller sur ce petit monde,
Un détachement d'une vingtaine de pompiers de Paris. Pareil, système de détection de type VESDA qui en allait. Sous les ordres du major Niata, 25 ans de service, dont 3 passés aux Invalides. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est des portes coupe-feu qui, en cas de feu, compartimentent. On va compartimenter ici et on saura que le feu ne pourra pas partir plus loin. Alors que s'il y a un bout de papier qui bloque, eh bien forcément, le feu partira. Voilà, donc là... Ce matin, il effectue une ronde de formation avec un nouveau venu dans l'équipe. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est les issues de secours, si elles s'éclairent. Il lui transmet les informations techniques de la protection du site. Ouais, donc toi, quand tu as ton plan d'intervention... Mais avec le temps, il devra également lui donner l'esprit et le goût des lieux. Ici, si tu as une détection au cabinet japonais, en fait, on ne peut pas défendre un bâtiment si on n'aime pas son contenu, c'est clair. Ici, la personne qui vient et qui n'aime pas tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est armée, tout ce qui est armes, tout ce qui est valeur de l'histoire, il ne peut pas le défendre correctement, c'est pas possible. Là, ce qu'on va faire, on va Les Invalides couvrent une surface de 90 000 m². On va voir un petit peu tout ce qui est... Et il y a beaucoup à faire pour les connaître de fond en comble. Les combles, justement, qui sont l'occasion de découvrir que les Invalides, imposantes bâtisses de pierre, sont en réalité construits à 80% avec du bois. Là, en fait, le système qui analyse, là, c'est VESDA. On arrive juste au-dessus de l'église en elle-même. On est juste dans l'allée centrale. Et cette charpente en forme de bateau retourné est vieille de 300 ans. Un bois très très sec, avec un potentiel incendie très très important. Donc ça doit brûler en fait rapidement, non? Ouais, c'est-à-dire que ça ferait un gros foyer. Voilà, ça ferait un gros foyer, ça ferait un feu de grande ampleur. Mais par contre, ça résistera quand même. C'est-à-dire? Disons que pour une grosse poutre, pour qu'elle soit coupée en deux ou atteinte à cœur, il va nous falloir 3-4 heures. 3-4 heures, au moins, d'un foyer très très intense. Donc là, je pense qu'on aura éteint le feu bien avant. Ça résisterait mieux que du métal? Oui. Ah oui, le métal, en fait, le métal, il résiste très très peu de temps. À 400 degrés, ça commence à s'effondrer, le métal. Tandis que ça, on peut le porter à des températures très très élevées, ça restera intact. Une charpente sous haute protection donc. Et pour signaler tout départ de feu, l'air est analysé en permanence par des tubes qui filent tout au long des combles. Sous la charpente, Saint-Louis des Invalides, l'une des plus belles églises de Paris, avec ses grandes orgues construites entre 1679 et 1687. Voilà. Et parmi les milliers d'ouvertures de l'Hôtel National des Invalides, il y en a une qui nous permet d'arriver juste au-dessus de l'orgue, dans l'église Saint-Louis des Invalides, et qui nous permet de jeter un petit coup d'œil sur toute la travée de drapeau, qui est de part et d'autre. Et là, juste au-dessus, on sent l'appel d'air. C'est pour ça que quand on fait des rondes, on fait bien attention que toutes les portes soient fermées, pour éviter tout développement de feu en cas de court-circuit, etc. Ça fait en fait comme une cheminée, quoi. Ça fait exactement comme une cheminée. D'accord. Un appel d'air qui pourrait attiser les flammes. Et la ronde de formation continue. Direction la coupole, la partie la plus emblématique du monument. Très très impressionnant. Très très impressionnant. On est juste au-dessus du tombeau de l'empereur, là, à 80 mètres. Le créateur de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui repose dans ce grand sarcophage de porphyre rouge depuis 1840. Au-dessus de lui, au milieu des anges et de Saint-Louis présentant ses armes au Christ, le major poursuit sa sensibilisation à ce patrimoine. Et là, la peinture de représentant Saint-Louis, qui se présente au Seigneur. Pour connaître un établissement aussi grand que les Invalides, puisqu'il fait 16 hectares, il faut une bonne année. Une bonne année pour pouvoir se repérer, pour évoluer correctement et aller à un endroit donné en moins de 10 minutes. Il faut une bonne année. Moins de 10 minutes pour intervenir. Pour se déplacer aussi vite, les pompiers ont leur petit secret.
Pour accéder au dôme, le chemin est très long et sinueux, éprouvant. Donc on ne prend pas tout le matériel sur nous, on ne s'équipe pas en partant du PC. Par contre, on a à demeure, à certains endroits stratégiques, du matériel. Donc ici, ce sont les appareils respirateurs isolants qui vont nous permettre d'aller dans une atmosphère un peu viciée, s'il y avait un feu dans le dôme ou dans les charpentes. Et pour respirer le grand air à plein poumon, il faut encore monter 20 mètres au-dessus pour accéder au Lanternon, le point le plus haut des Invalides. Voilà. Donc là, t'es à 100 mètres. 100 mètres. Pour les nouveaux, le Lanternon est la cerise sur le gâteau. Paris, comme ils ne l'ont encore jamais vu. Très content, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir. Le site est prestigieux, énorme, complexe. Donc je pense que je ne vais pas m'ennuyer. Pourtant, il se passe moins de choses que dans une caserne, on ne sort pas tous les jours. Une autre approche du métier de pompier de Paris. Mais j'ai 14 ans de service, donc c'est bien de passer à une autre facette du métier. Autre facette du métier, plus inattendue celle-là. Ce sont les réceptions VIP. Ce soir-là, un cocktail est organisé dans le grand salon. Des réjouissances pour faire patienter une centaine d'invités triés sur le volet, avant l'opéra Carmen, qui doit avoir lieu dans la cour. La représentation commence dans moins d'une heure. Pour le major et ses hommes, c'est la dernière ronde de la journée. Quels sont les risques principaux, là, en l'occurrence? On considère toujours le premier risque pour le public, c'est un risque de panique. Un risque de panique par un objet suspect ou n'importe quel fait qui pourrait se dérouler dans les tribunes. Et là, une évacuation d'urgence à faire. Donc on a balisé les issues de secours pour le feu s'il y en a, pour la panique, etc. Il est où notre deuxième SIAP, là? Les personnels de surveillance sont à leur poste. Ils ont avec le deuxième SIAP, là, ou pas? Votre régisseur? On appelle directement notre responsable sécurité. D'accord, tiens, il y en a un qui va voir, là, il y a une dame qui est tombée. Mais il faut à tout moment gérer les imprévus. C'est Carmen? C'est vrai? Oh. Et alors? Ça va? Voilà. Ça va ou pas? Ouais, ouais. Vous pourrez chanter? Bah ouais. Parce qu'ils vont vous dire que c'est les pompiers, sinon. Hein. Bonne soirée. Ça, c'était pas prévu. Tout est maintenant sous contrôle. Le public va pouvoir passer une bonne soirée. Les pompiers aussi. Ici, dans les galeries supérieures de la cour d'honneur, c'est le seul endroit où on peut avoir vraiment une belle vue de tout ce qui se passe et aussi voir le spectacle. Mais bon. C'est ce qu'on appelle être aux premières loges. C'est ce qu'on appelle être aux premières loges. Carmen, un opéra en 4 actes dans lequel la belle gitane enflamme le cœur des hommes. Un opéra d'amour et de passion, les seuls feux que les pompiers de Paris ne pourront jamais éteindre.